En principe. Pour voir que ça donne. Bonjour. Bonjour mesdames. Ah oui, on les voit. Alors, la bibliothèque est heureuse de vous accueillir dans ses murs pour vous présenter une lecture par la voie des livres qui s'appelle Écrits d'amour de Claude Bourgex, que vous pourrez emprunter à la bibliothèque si vous le désirez à la suite. Donc cet auteur est un auteur plutôt de théâtre. Et cette pièce a été jouée pendant 2 années de suite au Théâtre d'Avignon, tellement il y avait de demandes. Donc, nous ne sommes pas au Théâtre d'Avignon, nous sommes à la bibliothèque de Cognac, mais notre prestation est assez intéressante. Je vous laisse savoir. Alors, pour compléter ce que dit Katie, ça se déroule de la façon suivante. On fonctionne par binôme et à chaque fois on lit, moi en principe des textes écrits par un homme et Annick ou les autres intervenants des textes écrits par une femme. Donc vous allez avoir un certain nombre de textes dont certains sont amusants, d'autres très durs, d'autres croustillants, des oreilles chastes peut-être. Voilà. Alors je vais vous raconter la première lettre qui est un monsieur qui va en voyage de noces à Venise. Mais d'où c'est? Alors il écrit à sa femme: Marie-France, ma chérie, si tu savais comme je suis déçu que tu ne fasses pas avec moi notre voyage de noces. Je sais bien que tu m'attends gentiment à la maison, mais la tranquillité que ça me donne ne me console pas de ton absence. Ah, Venise, tu aurais aimé, tu sais... Quand tu sauras combien c'est beau ici, je suis certain que tu regretteras de ne pas m'avoir accompagné. Venise fait briller les amours. Le nôtre, encore tout neuf, y aurait étincelé de 1000 feux. À Venise, ma chérie, tout est splendeur. Magistrale au-dessus de ces eaux noires, la cité est semblable à une souveraine embaumée. C'est comme ça qu'ils disent dans le guide que j'ai acheté avant mon départ. Le long des canaux, les gondoles, pareil à des cygnes noirs, tracent derrière elles un sillage lumineux. Ça, c'est dans le prospectus de l'Office du tourisme. Et puis, moi, j'ajoute que dans les gondoles, il y a des amoureux serrés l'un contre l'autre. J'ai le cœur gros, tu sais, quand je les vois si heureux ensemble. Ma main coupée, tu aurais aimé Venise, Marie-France. Comme moi, tu aurais été conquise par les ors d'un basilic qui renaissent quotidiennement dans l'éclat oblique du soleil couchant. Alors ça, c'est de moi. Je te jure que c'est de moi. C'est bien dommage, Marie-France chérie, que tu ne m'aies pas accompagné. Mais je vais acheter des diapositives dans une boutique de souvenirs. Nous les visionnerons ensemble dès mon retour. Elles égaieront nos soirées. Je commenterai les images. Ce sera comme si tu y étais. Tu l'auras, ton voyage de noces à Venise. Je te le promets, Marie-France. Bon, je rentre samedi en 8 par le train de nuit. Si tu voulais venir me chercher à la gare, ça m'économisera un taxi. Blaise, ton petit mari. Mon cher Blaise, tu es en voyage de noces à Venise, tu y restes jusqu'à samedi, tout a l'air de bien se passer, alors s'il te plaît, ne sois pas désolé de mon absence. Est-ce que je suis désolée, moi? Je t'ai dit 100 fois que Venise ne me tentait pas. Tu le sais. C'est Nicole Durieux, ma collègue du guichet 3, qui m'a mise en garde contre cette ville. Les plages du Lido sont surpeuplées, les ruelles et les quais grouillent de gens, c'est sale, il y a des papiers gras partout par terre, et en plus, on en prend plein les narines. Elle sait de quoi elle parle, Nicole Durieux. Elle y est allée 5 fois à Venise. Et elle s'est bien juré qu'elle n'y retournerait pas une 6e. Ah, bien sûr, si tu avais les moyens de me payer un voyage de noces digne de ce nom, je t'aurais peut-être accompagné. Moi, j'aime les palaces et les grands restaurants. Me nourrir de panini, assis sur les marches d'un pont couvert de crottes de pigeons. Oh, non merci.
J'ai passé l'âge de ce genre d'aventure. D'ailleurs, Nicole Durieux, ma copine du guichet, là, n'arrête pas de le répéter. Venise, quand on n'a pas les moyens, c'est pas la joie. Ne te tracasse pas pour ta petite femme, va. Je tiens la maison propre. Je brode aux initiales sur les serviettes de table offertes par les copines du service contentieux. Je regarde les feuilletons de l'après-midi à la télévision. Tu peux me croire, je profite au maximum du congé que m'a valu notre mariage. Quoi qu'il en soit, je suis contente que tu te plaises à Venise. Les diapositives, c'est une bonne idée. J'inviterai Nicole Durieux à la projection, ça lui fera plaisir. S'il te reste un peu d'argent, achète donc une gondole lumineuse pour la cheminée de la salle à manger. Nicole Durieux, on a une chez elle. Ça fait un bel éclairage, surtout quand on éteint la lumière, sous le lustre. Allez, je te souhaite une bonne fin de voyage de noces et je te dis à samedi, à la gare. Nicole Durieux sera avec moi. Elle m'a gentiment proposé de m'y accompagner, de m'y conduire avec sa voiture. Je t'embrasse fort. Ta Marie-France. Simone, cette fois, je suis aux portes de la mort. Je redoute de les franchir. J'ai peur de ce qui m'attend derrière. Hier soir, j'ai collé l'oreille contre un battant. J'ai entendu des gargouillements, comme si l'au-delà était un ventre malade. Quelle pourriture m'est donc promise dans ce royaume d'ébène. Je crève de frayeur à l'idée de voir les portes de la mort s'ouvrir pour moi. Simone, j'implore ton aide. Viens vite à mon secours. Souviens-toi, ensemble autrefois, nous avons accompli des miracles. Nous avons repoussé la mer au loin lorsque les vagues nous menaçaient sur la grève. Un jour, alors que nous étions égarés dans le désert du Sahara, mourant de soif et calcinés par le soleil, nous avons demandé à l'astre de lumière de s'éteindre. Et il s'est éteint sur le champ. Une nuit d'été, même chose, avec la lune qui éclairait de manière indiscrète nos ébats dans un pré. Des miracles, Simone, nos miracles. Aujourd'hui, alors que la mort fait son intéressante avec moi, j'ai besoin de ton soutien. Ces heures sont sans doute mes dernières. Je te supplie, au nom de notre amour passé, de ne pas m'abandonner. Ensemble et solidaires, nous repousserons le malheur qui me guette. Simone, viens m'arracher aux forces qui m'entraînent vers ces contrées d'où l'on ne revient pas, faute d'issue de secours. Émile. Émile, de quoi souffres-tu encore? Tu ne changeras donc jamais. À la moindre alerte, tu te crois mourant. Depuis notre divorce, voilà 22 ans. Je ne compte plus tes appels au secours. 22 ans que tu m'importunes avec ça. J'imagine que tu as oublié le nombre de fois où tu m'as annoncé ta dernière heure. Eh bien, je vais te le rappeler. Des dizaines de fois. Un dérangement gastrique, une fatigue passagère, une petite douleur dans le bras. Aussitôt, Simone, au secours, je suis en train d'expirer. Franchement, c'est trop. À présent,
La plaisanterie a fait durer. Tes agonies répétées finissent par me faire sourire. Je te rappelle que depuis notre séparation, je me suis remariée 3 fois. Et j'ai été 3 fois veuve. Les mourants, les vrais, je sais ce que c'est. Alors, de grâce, que les malades imaginaires me laissent tranquille. Tiens, tu m'as tant de fois décrit les portes de la mort que j'ai le sentiment de les connaître comme si j'avais fait le pied de grue devant elles. Cet endroit m'est devenu si familier que je ne redoute plus d'en approcher. Au moins tes frayeurs répétées auront-elles servi à quelque chose. Pour finir, je te donne un conseil, toujours le même. Soigne vite tes bobos et pense à vivre. Il n'est pas sain que tu te morfondes. Cela pourrait nuire à ta santé mentale. Néanmoins, si cette fois tu es vraiment malade, je dis bien vraiment, confirme-le-moi par courrier. Je me rendrai à ton chevet, à condition que tu prennes en charge mon billet de train. Je viens d'acheter une concession au cimetière et je dois faire face aux traites. En ce moment, je suis donc un peu juste. Simone. Chère madame, mardi, je suis venu et je n'ai pas trouvé d'entrée. C'est en vain que j'ai fait plusieurs fois le tour de votre domaine. Alentour, les oiseaux faisaient entendre des pétillements exaspérants. Je hais les oiseaux. La nuit tombée, j'ai continué d'errer dans l'obscurité. À l'aube, épuisé, je me suis effondré sur un lit de feuilles mortes où je me suis endormi. Le froid m'a réveillé. Dans les arbres, les oiseaux gazouillaient de plus belle. Pourquoi les oiseaux chantent-ils en automne, alors que la plupart ne survivront pas à l'hiver? Entrevoient-ils seulement la menace qui pèse sur eux? J'en doute. Je suis revenu mercredi, et j'ai recommencé ma ronde avec la détermination insensée de découvrir une faille dans le mur qui protège vos terres. Je vous ai appelé, j'ai crié votre nom. Les oiseaux couvraient ma voix. Je m'épuisais pour rien. J'ai fini par perdre l'espoir de trouver le chemin qui mène jusqu'à vous. Aussi me suis-je décidé à vous écrire. Comment cette lettre vous arrivera-t-elle? Le facteur jette-t-il le courrier par-dessus le mur? Connaît-il un passage secret? Peut-être possède-t-il la clé d'une entrée discrète. Déjà, je suis jaloux de lui. Mais je ne renonce pas à franchir vos fortifications. Je reviendrai bientôt. Je me mettrai en quête d'une ouverture. Je briserai vos défenses. Je vous encerclerai d'amour. Soyez-en sûrs, je trouverai un passage. J'accéderai à votre tour d'ivoire. Lorsque je serai installé dans la place, j'imposerai le silence aux oiseaux. Vous pourrez enfin entendre ma parole. J'ai tant de belles choses à vous lire. Isidore. Monsieur, je ne suis pas étonnée que vous n'ayez pas trouvé l'entrée. Moi-même, depuis que je réside ici, je ne sais toujours pas où est la sortie. Tous les matins, je découvre mon courrier posé au pied de mon lit. J'ignore comment il arrive. C'est un mystère qui s'ajoute à bien d'autres. Comme vous, des hommes m'écrivent pour me déclarer leur amour, me raconter leur errance au long de la muraille, se plaindre qu'elle soit
infranchissable. Je ne réponds pas à ces lettres. Si je fais une exception pour la vôtre, c'est justement parce que vous ne me demandez pas d'y répondre. Souvent, moi aussi, je longe le mur qui me garde prisonnière. Les ronciers m'égratignent, les pierres saillantes blessent mes pieds nus. Je cherche obstinément, jour et nuit, une porte ouverte sur l'extérieur. Je vous entends respirer derrière ce mur, vous tous qui voulez m'approcher. J'entends vos soupirs et vos plaintes. Je devine votre désespoir. Vous êtes proche de moi, mais inaccessible. Dans votre lettre, cher monsieur, votre évocation des oiseaux me trouble. À ma connaissance, il n'en vient jamais par ici. Dans ces conditions, je me demande s'il n'y aurait pas un malentendu. Les enclos sont nombreux en ce bas monde et se ressemblent tous. Le risque de les confondre est grand. N'auriez-vous pas pris celui d'une autre pour le mien? Peut-être ne suis-je pas celle à qui vous pensez vous adresser. Moi-même, voyez-vous, je ne suis pas assurée que vous soyez bien celui à qui j'imagine écrire ces quelques lignes. Au bout du compte, il est possible que nous nous trompions, vous et moi, de destinataire. Cela est regrettable, car sans cette confusion, j'aurais pu répondre favorablement à vos sentiments et je ne doute pas que vous m'auriez rendue heureuse. Eh bien, tant pis. Deux autres s'aimeront à notre place. Éléonore. Édouard, les interventions chirurgicales se sont bien passées. Le traitement post-opératoire touche à sa fin. Je sors dans une semaine. Je suis en grande forme, c'est une réussite. Le docteur Georges a bien travaillé. Il a magnifiquement rajeuni mon visage, réduit ma culotte de cheval et remonté mes seins de façon spectaculaire. À présent, je parais 3 fois moins que mon âge. Je suis folle de joie. J'ai hâte de rentrer à la maison. Surtout, n'oublie pas d'envoyer à la clinique le chèque pour mes liposuctions. Le secrétariat le réclame. 1001 baisers juvéniles, ta Béatrice. Ma Béatrice, je vais être franc avec toi. Dans les premiers jours de ton hospitalisation, j'ai eu une aventure avec une mineure qui, elle, avait tout fait pour se vieillir. Je te jure, j'ignorais son âge. Je lui donnais au moins 30 ans. Ses parents ont déposé plainte. Mon avocat a obtenu ma mise en liberté sous contrôle judiciaire. Ses honoraires sont ruineux. Et je ne te parle pas de la caution. Aussi, je ne suis pas en mesure de payer tes liposuctions. Comprends et pardonne ton Édouard. Monseigneur, mon imagination me joue des tours et je m'en inquiète. Je lui sens plutôt. Je me vois en train de souper avec les notables de la ville quand, surgissant de derrière le vaisselier, une tripotée de nains vient se réfugier sous la table.
Il s'agglutine autour de mes jambes, se glisse sous ma robe du soir et lèche avidement mes cuisses. Je confesse prendre du plaisir au contact de leur langue chaude sur ma peau. C'est grisant. Je me demande, monseigneur, si je suis normale. Ne serais-je pas affrisée de désordres psychiques qu'il conviendrait de soigner sans tarder? Il m'arrive aussi, parfois, d'être poursuivie dans les étages de mon hôtel particulier par des bébés à tête de rat. Je finis toujours par trébucher, alors les petits monstres me rattrapent et s'attaquent avec violence à mon ventre qu'ils déchiquettent. Et ils se disputent la chair. Arc-boutés sur leurs bras bottelés, ils me dévorent les entrailles. Leurs dents pointues me déchiquettent, ça me fait très mal. Mais ce n'est pas tout. Souvent, la nuit, je me vois en victime effrayée de grands noirs bien membrés. Les sauvages se livrent sur moi à des rites auxquels je ne m'attendais pas, entre cérémonies rituelles et initiation aux coutumes ancestrales et parties de débauche ethnique. Est-il naturel d'avoir de pareilles images en tête? Je crains, monseigneur, qu'elle ne soit l'œuvre du démon. Pensez-vous qu'il me faudra désenvoûter, ou qu'il s'agit là de fantasmes anodins dont la ménopause me délivrera? Si c'est un exorcisme qu'il me faut, j'accepte de m'y soumettre. Parlez, monseigneur. J'attends votre diagnostic avec l'impatience du pauvre qui frappe à la porte du paradis. Étiennette dont je veux. Mon enfant, ma sœur, me voilà tout excité par vos histoires. Celle des Noirs, bien équipés par Dame Nature, retient particulièrement mon attention, me rappelant l'époque bénie où j'étais missionnaire au Congo. L'évocation de nains groupés sous votre robe est elle aussi réjouissante. Il me plaît d'imaginer que les langues de ces petits coquins laissent des traînées de bave sur le satin de votre peau. J'en éprouve une émotion intense. Je ne vous fais pas un dessin, vous me comprenez. Par ailleurs, chère Étiennette, je reste insensible à l'épisode des bébés à tête de rat. De façon générale, les bébés me laissent indifférent. Ce n'est pas par hasard si je n'ai pas d'enfant. Chez moi, la fibre paternelle est moins développée que la fibre coloniale. Ne m'en veuillez pas. Et puisque vous sollicitez mon avis sur votre cas, laissez-moi vous dire que j'écarte a priori le désordre psychique. Je n'y crois pas, une intuition. Quant à l'hypothèse ovarienne, elle m'embarrasse. J'ignore si la ménopause vous apportera un soulagement. Je ne suis pas compétent en la matière. Je fais donc l'impasse sur cette question. En revanche, comme vous allez exprimer vous-même la crainte, il se pourrait bien que Satan ne soit pas étranger au dérangement de votre esprit. Je me tiens donc à votre disposition pour un exorcisme. Mes tarifs sont les mêmes que l'an passé, à l'espèce comme d'habitude. Si jamais vous avez des nouvelles visions concernant l'éblouissante condition physique de nos amis africains, ne manquez pas de m'en faire part. Je suis gourmand de ce genre d'exotisme. Dans l'attente de vous délivrer de vos tourments, je vous donne ma paire de mules à baiser, Jasmin Ier,
pas peu dégueuse.